J'invite Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation de Swiss Life, qui va nous faire un point macroéconomique et immobilier et sur la conjoncture. Merci Béatrice. Merci José, merci Maximilien. Bonjour à tous et à tous. Très heureuse de vous voir aussi nombreux pour cette 5e ou 6e édition. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Maximilien. Donc c'est vrai que nous sommes partenaires et des fidèles partenaires de Finance Innovation. Aujourd'hui, l'immobilier ne peut plus s'imaginer sans technologie. Ça a été une force assez disruptive en 2020 et a priori, on va le voir ensemble avec toutes les modifications et on va dire les réformes un peu ou les changements structurels que subit le secteur. Finalement, il est important pour les grands investisseurs institutionnels, mais pas seulement, d'investir en R&D parce que finalement, c'est la R&D qui va porter la productivité du secteur. Donc voilà, juste quelques mots d'introduction. Donc la semaine dernière, c'était la semaine du MIPIM et donc j'ai fait une petite présentation que j'ai légèrement modifiée et que j'avais appelée The Great Reset, qui a été une terminologie ou une expression employée après 2020 pour imaginer finalement un monde beaucoup plus soutenable qui allait favoriser une croissance durable. Et je l'ai aussi appelé The Great Reset par rapport à tous les changements qu'on a observés, notamment depuis l'élection de Donald Trump, qui ont un petit peu changé la matrice d'analyse qu'avaient à la fois les macroéconomistes, les marchés financiers. Et bien entendu, les personnes qui sont en immobilier, puisqu'en fait, quand on imagine l'immobilier, quand on réfléchit sur l'immobilier qui est un actif réel, en général, on investit sur long terme. On regarde 3 types de composantes qui sont l'inflation, les taux d'intérêt et la croissance. Et bien évidemment, depuis que Donald Trump a pris la présidence, eh bien, l'inflation n'est a priori plus celle qui avait été anticipée encore fin 2024, début 2025. Les taux d'intérêt aussi ont un petit peu changé de dynamique et aussi la croissance économique à la fois mondiale qui est inférieure au potentiel de croissance initiale. Mais je pense que vous le savez, a priori, on a eu un effet ciseau puisque la croissance américaine qui était en sur-régime a priori ralentit fortement et que nous, on a eu un effet, ce qu'on appelle Spoutnik, avec le changement qui s'opère en Allemagne, où finalement, on était plutôt dans l'arrière-cour et a priori, grâce à l'Allemagne, on aurait un potentiel de croissance qui reviendrait à son potentiel de 1,5 pour, on va dire, la zone euro. Donc voilà pourquoi The Great Reset. J'aurais pu rajouter en fait un Great Reset avec beaucoup d'incertitudes, notamment au regard de ce qui se passe sur les marchés financiers, de la volatilité. Et encore une fois, quand il y a beaucoup de volatilité, c'est assez gênant quand on investit sur des actifs très long terme parce que du coup, il faut gérer entre guillemets l'allocation d'actifs de manière un peu différente parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on investit en immobilier, il y a aussi des classes d'actifs qui sont à côté. Et en gros, l'immobilier s'insère dans une allocation d'actifs beaucoup plus globale. Et en fait, on peut être concurrencé par d'autres classes d'actifs. Alors, pour faire le lien, j'ai un petit peu rappelé quelles étaient les performances en 2024. Pour expliquer, je pense que ça a été dit par Maximilien, 2024 a été une année relativement négative, je ne vais pas dire noire, mais relativement négative pour l'immobilier, puisque vous le voyez, j'ai fait un tableau de hiérarchie des performances pour dire que finalement, en 2024, aussi on regarde des incertitudes, hein. On le voit avec, en top du palmarès, l'or. En général, l'or, quand l'or est au top du palmarès, c'est qu'en fait, on est dans un environnement très incertain. En fait, il fallait être exposé sur, évidemment, l'or, sur les actions américaines et sur le high yield. Vous le voyez, l'immobilier qui est à la fois en gris ou en bleu, selon qu'on est dans l'immobilier coté ou dans l'immobilier direct ou indirect, on est plutôt finalement en bas de tableau, sauf pour l'immobilier côté américain qui avait relativement bien résisté et qui finalement en 2025, là, en début d'année, se retourne un petit peu. Donc ça, c'était pour donner un petit peu, j'allais dire, le goût de ce qui s'était passé en 2024, en particulier en Europe. On voit que les Françaises, enfin les foncières, ou l'immobilier français, Bureau Prime, Paris QCA, vous voyez, CBRE, il est juste, finalement, il est relativement stabilisé. Et l'immobilier français avait fait mieux, finalement, que l'immobilier européen, et notamment par rapport à 2 grands pays qui sont le UK et l'Allemagne, comme on va le voir dans un second temps. Alors, on a parlé tout à l'heure de cluster, de fertilisation croisée. J'imagine que l'audience est assez différente. Donc, du coup, je vais dire des choses qui sont un peu de la vulgarisation et de temps en temps, je vais un petit peu rentrer dans le détail parce que je n'ai pas oublié que
Aujourd'hui, c'est la journée des PropTech. Et même quand un marché va mal, quelque part, c'est beaucoup plus difficile pour la levée de fonds. Mais c'est en général bien pour les PropTech parce que c'est le moyen de démontrer aux investisseurs institutionnels qu'en fait, ils peuvent capitaliser sur la R&D des PropTech pour booster leur performance à la fois à court terme, à la fois à moyen terme, à la fois à long terme. Qu'on soit par exemple sur des problématiques ESG de soutenabilité, qu'on soit sur des problématiques de pricing, d'AVM, qu'on soit sur des problématiques de distribution sur le digital. Donc en fait, il faut toujours ramener la présentation par rapport à votre propre, spectre. Voilà. Alors, le marché de l'investissement en 2024. Pourquoi j'ai mis une slide sur le marché de l'investissement? Pour montrer que finalement, ce qu'on a connu en France, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau européen, puis c'est un petit peu en lien avec ce qu'avait dit Maximilien. On le voit, le marché de l'investissement est finalement très inférieur en termes de volume. Donc, il y a le marché européen en Bordeaux, et puis j'ai mis le marché allemand et le marché français pour voir finalement qu'on a finalement des courbes qui sont relativement synchrones. Marché européen, on a été à 200 milliards au total pour l'année 2024, avec un peu plus de momentum sur la deuxième partie de l'année, grâce finalement à la baisse des taux d'intérêt de la BCE qui s'est amorcée en juin. Je n'ai pas rappelé le fait que l'immobilier avait subi des changements structurels par le travail hybride. Donc, il y a eu un effet immédiat dès 2020 sur le bureau, et on le voit ici sur les volumes d'investissement à la fois en Europe, en Allemagne et en France. Il ne faut pas oublier que le marché de l'investissement, avant, c'était quasiment 60% de l'immobilier de bureau. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, on voit un retournement. Et même s'il y a eu un peu plus de momentum en 2024, finalement, le talon d'Achille du marché de l'investissement reste le marché de bureau, puisqu'après 2020, ensuite après 2022, avec la hausse des taux d'intérêt, on a eu une véritable dislocation sur le marché de l'investissement, sur le marché immobilier et en particulier sur l'immobilier de bureau. Quand je parle de dislocation, c'est un peu la même image qu'on a sur les autres actifs financiers, c'est qu'on va avoir véritablement une polarisation avec des actifs performants à court terme et aussi à fort potentiel à moyen et long terme, et d'autres actifs qu'on dit en anglais assez stranded qui, quelque part, vont être obligés d'être repositionnés. Voilà. Donc voilà pour le marché de l'investissement. C'est quand même ce qui reste le baromètre finalement pour beaucoup d'acteurs immobiliers. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien surtout, quand on a besoin de juger sur les perspectives, est-ce qu'on est arrivé à l'équilibre? Est-ce que le marché a convergé? Comment anticiper finalement 2025? Il faut quand même avoir une autre grille de lecture, puisque les investisseurs institutionnels, et pas seulement les petits porteurs, etc., ils ont quand même en tête finalement la valorisation de leur portefeuille. Donc ce que j'ai pris ici, j'ai pris un benchmark qui est assez connu, qui est finalement celui des fonds pan-européens en Europe. C'est à peu près 70 milliards d'actifs sous gestion. Il y a à peu près 22 fonds qui sont relativement équilibrés. Quand je dis équilibrés, c'est-à-dire tout secteur, et qui donnent finalement une bonne appréciation. Ils sont mark to market, hein, donc ils donnent une bonne appréciation de ce qui se passe en termes de valorisation. Puisqu'encore une fois, quand on est une PropTech, on vient présenter ses services à un investisseur institutionnel. En général, quand il y a eu beaucoup de pertes de portefeuille, c'est un peu difficile du coup d'engager quelques dépenses. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre cette histoire de valorisation de portefeuille. Donc, on le voit par rapport à la crise de 2008. On est finalement à moins 20 en cumulé depuis le pic, alors que en 2008, on était à moins 25 suite à la crise financière globale. Et ce qu'on voit sur la fin d'année 2024, c'est, bon là, j'ai fait une petite moyenne mobile. C'est quand, alors, on fait toujours le raisonnement entre deux, à la fois le rendement locatif et à la fois le rendement en capital. On voit que finalement, sur les 10 dernières années, ce qui a porté la performance globale en immobilier, ça a été essentiellement du rendement en capital, par le fait qu'on était dans un paradigme de quantitative easing, et du coup, ça a boosté la performance. Donc, cette période est révolue. Je pense que tout le monde a compris que les taux d'intérêt allaient rester relativement élevés pour longtemps, qu'ils allaient retrouver leur niveau d'avant-crise financière globale. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en immobilier, la question existentielle en ce moment, c'est retrouver de la performance et surtout dynamiser de la performance par le volet du revenu et de la croissance du revenu. C'est aussi la raison pour laquelle on parle beaucoup d'immobilier plutôt opéré. Et là aussi, les PropTech peuvent beaucoup aider à booster la performance, notamment quand elles sont intégrées via de l'immobilier opéré. Donc voilà un petit peu le panorama 2024 en termes de valorisation. La bonne nouvelle par rapport au marché de l'investissement, c'est qu'on avait, je l'ai dit, repris un peu de momentum sur la fin d'année sur le marché de l'investissement. C'est la slide d'avant. Ce qu'on voit aussi au niveau de la valorisation et des portefeuilles, c'est qu'il y a une relative stabilisation des valeurs et que
ça montrait que le marché avait finalement relativement bien convergé et qu'en gros, il y avait une bonne coïncidence entre le marché de l'investissement et la valorisation des portefeuilles et qu'on était un petit peu arrivé à un équilibre, si ce n'est que, quelque part, ces grands fonds d'investissement européens répertorient dans leur portefeuille tout ce qui est considéré quand même comme plutôt des actifs de très bonne qualité. D'accord ? Voilà, je vais un petit peu expliquer tout à l'heure, puisqu'en gros, on verra que finalement, les investisseurs institutionnels européens se sont débarrassés de ce qui ne fonctionnait pas. Alors, au global, pour les différents secteurs, je l'ai dit, ce qui a porté finalement le marché de l'investissement au cours des, on va dire, des 20 dernières années, c'est essentiellement l'immobilier de bureau. En termes de valorisation ici de portefeuille, on voit bien qu'on est à moins 20% depuis donc le pic de 2022 jusqu'à fin 2024. Et en revanche, on voit qu'on a finalement pas mal de dispersion entre les différents secteurs. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que c'est vrai que quand les startups ou les proptech sont arrivés entre, on va dire, 2012, moi j'ai rejoint le pôle en 2016 et un peu après, elles se sont essentiellement focalisées soit sur le bureau, soit sur le résidentiel. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a une espèce de grande rotation, d'accord ? Il y a des grands changements, c'est aussi le Great Reset, et que finalement, quand vous avez été sur un secteur en particulier, le bureau, le coût d'entrée pour aller sur d'autres secteurs, il n'est pas si élevé que ça. Donc c'est aussi, je le dis pour vous, c'est important d'avoir en tête que en fait, vous pouvez facilement diversifier votre secteur d'activité. Alors, on voit, il y a des baisses de bureaux de moins 30%. Et au sein de ce secteur des bureaux, il y a de très, très grandes dispersions entre finalement ce qui est bureau plutôt prime et ce qui est le reste. Et les dispersions, elles sont finalement les mêmes, qu'on soit aux États-Unis, en Europe, en Allemagne ou en France. Et je pense que là, je le dis quand même, la France en est quand même mieux sortie que l'Allemagne. Donc voilà, le secteur industriel, moins 20%, le résidentiel, moins 15%, vous pouvez lire. On voit bien qu'il y a finalement deux types de secteurs aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les secteurs de type growth, qui sont essentiellement le secteur industriel, de la logistique, de l'hôtellerie, comme le secteur, en gros, sur les marchés actions, hein, qui vont porter la croissance, et plutôt des secteurs de type value, comme le résidentiel, qui sont moins corrélés au cycle économique, et donc, du coup, qui sont un peu plus, on va dire, résilients, voilà, par rapport aux chocs exogènes qu'on peut avoir. Alors, deuxième message important, quand j'ai parlé de dislocation et notamment des marchés immobiliers, l'année 2024, c'est un peu une année de consolidation. Ici, j'ai essayé de montrer finalement quel était l'écart de performance, donc dans ces grands fonds pan-européens en termes de valorisation, entre ce qu'on appelle le premier et le dernier quartile des actifs, c'est-à-dire entre les actifs les plus performants et les actifs les moins performants. Donc, juste pour expliquer le graphique, par exemple, les baisses, ou plutôt le différentiel entre rendement dans le capital en 2024, tous secteurs confondus, était quasiment de 20%. Toute classe d'actifs. D'accord, 20%, c'est énorme. Mais on voit qu'en 2024, finalement, l'écart de performance entre bons actifs et moins bons actifs, il s'est resserré. Donc, ça veut dire que le marché a convergé et surtout qu'il y a une rotation de portefeuille. C'est-à-dire que les investisseurs institutionnels, finalement, n'ont gardé dans leur cœur de portefeuille que les très bons actifs. Alors, cet écart de performance, il se voit de manière plus aiguë, à la fois sur le segment résidentiel et à la fois sur le segment du bureau. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui sont aussi beaucoup plus corrélés au cycle économique. Mais on le voit finalement, en 2024, on peut dire qu'on a une convergence et que le marché s'est consolidé. C'était plutôt une bonne nouvelle jusqu'à récemment pour 2025. Ce que je disais ici, c'est juste une petite illustration des schémas antérieurs et aussi pour vous, hein, pour identifier que le marché immobilier, du coup, s'est aussi diversifié en termes d'allocation de portefeuille. De 2007 quasiment jusqu'à 2020, on le voit en rouge et à la fois en rose, 80% de l'allocation des portefeuilles était essentiellement du bureau et du commerce, des shopping centers. Et c'est vrai aussi que dans toutes les solutions digitales qui étaient proposées, c'était d'abord sur les centres commerciaux, ensuite sur le bureau. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2020, il y a eu le fameux Great Reset, où il y a une rotation des portefeuilles de la part des grands institutionnels. Et aujourd'hui, on a des portefeuilles qui sont beaucoup plus équilibrés en termes d'exposition, à la fois sur le bureau, donc les actifs très bons, très performants, hein, de type prime en centre-ville, etc., qui vont continuer finalement à porter la performance en termes de revenus.
Et on le voit notamment à Paris, on a encore eu en 2024 une croissance des loyers à 1 200 euros du mètre carré. On a beaucoup plus de diversification dans le segment industriel, mais aussi dans le secteur résidentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit un peu par avant, les investisseurs institutionnels, au regard d'un environnement beaucoup plus volatile, mais aussi plus incertain, leur fameuse matrice, c'est-à-dire croissance, taux d'intérêt, inflation qu'ils ont en tête, à partir du moment où elle peut bouger relativement vite, ils préfèrent réallouer leur portefeuille pour que ce portefeuille-là soit plus résilient au fait que la matrice soit, entre guillemets, plus volatile. Donc voilà, il me reste encore 5 minutes. En ce qui concerne les foncières cotées, les foncières cotées sont toujours un bon indicateur et un indicateur avancé de ce qui se passe sur les marchés directs. Quelque part, on a exactement le même type, finalement, de trend, de tendance qu'on observe, par exemple, sur sur les grands portefeuilles des institutionnels qui sont de l'immobilier direct, donc pas coté. On obtient exactement le même type de tendance, c'est-à-dire que finalement, les secteurs qui ont eu, on va dire, plus d'appétence de la part des investisseurs, entre guillemets, si on peut parler d'appétence, puisque quand même le secteur a été aussi pas mal boudé. On le voit récemment, en 2024, c'est à la fois le secteur industriel en gris et à la fois le secteur de l'hôtellerie. Quand on regarde par exemple la décote, la capitalisation sur actifs nets ajustée de l'effet de levier ici, on voit qu'il est moins important hôtellerie et secteur industriel logistique par rapport au secteur un peu plus mainstream, notamment le bureau, la santé et le résidentiel. Donc le résidentiel ici, il est un peu à part sur le segment du côté. La décote est moins importante. Sur le résidentiel, il y a un effet un petit peu à part. Pourquoi? Parce que là, on est sur du résidentiel plutôt allemand et c'est la raison pour laquelle on a une décote relativement importante. Sur, cette fois-ci, l'indice des prix qui est un petit peu le pendant de ce qu'on appelait le rendement en capital sur l'immobilier direct. On le voit aussi en termes de prix. Le segment industriel et le segment hôtelier sont les deux secteurs qui ont eu la faveur des investisseurs comparativement aux autres. Mais on se doute bien que là, on est à fin 2024. Ce qui s'est passé depuis, on va dire, 3 semaines, a un petit peu, je n'allais pas dire bouleversé la donne, mais a quand même introduit pas mal de volatilité, notamment en termes de prix, sur le segment industriel et sur le segment de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tout simplement l'anticipation que la hausse des taux, notamment les OAT françaises, le Bunds, etc., allait pénaliser l'immobilier coté. Ça, c'est pour dire que, vous voyez, quand on est à fin 2024, il y a quand même, finalement, il y avait un message relativement positif et on avait dit, bon an, mal an, l'année 2024, c'est un petit peu une année de consolidation pour l'ensemble du secteur, avec encore une fois une dislocation qui ne va pas se résorber. Elle s'est résorbée au sein des portefeuilles institutionnels parce qu'il y a eu des rotations, mais a priori, le marché va être un petit peu archipélisé dans tous les secteurs avec des très très bons actifs et des moins bons actifs. Ça veut dire quoi dans l'avenir? Ça veut dire que finalement, l'immobilier tel qu'on l'envisage ne va pas retrouver ses hauts sommets en termes d'investissement. Il va rester dans entre guillemets, le cœur des portefeuilles et que les investisseurs vont véritablement faire de la discrimination entre ce qu'on appelle les actifs à très haute valeur ajoutée, qui vont porter la productivité, par exemple, dans le secteur tertiaire, dans le secteur de la production, dans le secteur manufacturier, dans le secteur résidentiel, et ils vont plutôt bouder des secteurs qui sont plutôt en périphérie, qui véritablement ne vont pas porter de la croissance en termes de revenus. Donc c'est vraiment important parce que ça change un petit peu le paradigme finalement dans lequel on a été au cours des 15 dernières années. Alors dernier graphique quand même, c'est évidemment ce qui s'est passé depuis que Trump est arrivé au pouvoir et c'est ce que j'ai dit en introduction et la fameuse volatilité qui arrive. En fait, en immobilier, on raisonne à la fois sur les taux court terme, les taux des banques centrales, et à la fois sur les taux long terme. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les taux allemands, du coup, ont retrouvé un niveau relativement élevé. On était à 2,80 hier. Les taux français, alors eux, ils ont eu le spread de taux entre les OAT françaises et le Bund allemand était de 80 points de base depuis la dissolution de 2024. Donc, ce qui a été relativement pénalisant pour nous, aussi pour le marché français en tant que tel, même s'il y avait une reprise finalement des transactions en 2024, mais pas de manière aussi importante par rapport à ce qu'on aurait espéré. 80 points de base, c'était relativement élevé. Ce qu'on a vu à la fin de l'année, c'est que les experts n'avaient pas bougé, pas bougé les valorisations en espérant que 2025 allait mieux se porter. Et on s'était dit jusqu'à très récemment, finalement, les experts ont bien fait de ne pas trop bouger. Tout semble un petit peu rentrer dans l'ordre. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 3 semaines, et aussi par rapport à ce qui a été annoncé en Allemagne, je pense que tout le monde a compris qu'en Allemagne, la règle d'or était tombée. On annonce un plan d'infrastructure qui va être extrêmement massif en Allemagne.
il y a évidemment des effets de ruissellement qui vont être extrêmement positifs sur tout le marché européen, sur les infrastructures, mais aussi sur l'immobilier, on va dire, à moyen et à long terme. Mais en revanche, on peut se dire que quand on voit la tête des taux d'intérêt, et les taux d'intérêt restent un peu de benchmark sur les taux d'actualisation quand on valorise les portefeuilles, on peut se dire quand même que les investisseurs vont encore rester relativement prudents en 2025. Donc les perspectives, je pense qu'elles vont être encore en demi-teinte en 2025, mais elles seront relativement bonnes en 2026. D'accord ? Tout ça parce qu'entre guillemets, le Great Reset qu'on avait observé, là, il y a une nouvelle forme de disruption qui arrive, qui est finalement le profil des taux d'intérêt qui est élevé. Et le profil des taux d'intérêt, donc à long terme, à 10 ans, finalement, va venir un petit peu quand même pénaliser l'immobilier, notamment en termes de pricing sur le marché de l'investissement. Donc, on pensait qu'on était à l'équilibre à 2024. Peut-être qu'on ne le sera plus tellement en début d'année. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis je crois que je vais rejoindre la table ronde. Merci.